Bonjour, bienvenue dans cet entretien de France 24. Et si l'Italie faisait imploser la zone euro? Sa dette colossale, 1900 milliards d'euros, nourrit toutes les spéculations. Et si un jour Rome n'était plus en mesure de faire face à ses obligations? Faute d'avoir trouvé une réponse concrète, financière à cette question, l'Union européenne et la zone euro laissent la porte ouverte aux marchés qui ont fait littéralement flamber les taux d'intérêt italiens. Depuis, Rome est à la manœuvre. En 5 jours, l'Italie a changé de gouvernement. Après Silvio Berlusconi, place à Mario Monti. Un changement de gouvernement et peut-être même un changement d'air en Italie. Et c'est pour en parler que nous sommes avec une des grandes figures de la vie politique italienne, Emma Bonino, qui est avec nous depuis Rome via liaison satellite. Emma Bonino, vous êtes membre fondateur, membre historique en tout cas du Parti radical italien. Vous êtes une femme d'engagement, vous êtes battue pour le droit à l'avortement, pour le droit à l'euthanasie, contre la peine de mort, entre autres. Vous êtes actuellement la vice-présidente du Sénat italien et vous avez beaucoup de points communs avec le nouveau président du Conseil, Mario Monti. Vous aussi, vous avez été étudiante à l'université Bocconi, la grande université de business italienne. Vous aussi, vous avez été commissaire européenne, d'ailleurs aux côtés de Mario Monti. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'homme ? Mario Monti, c'est un homme très déterminé. Si vous voulez, c'est un homme calme, c'est un homme qui écoute et qui, après, quand il décide, c'est un homme qui tient la route. On l'a vu comme commissaire à la concurrence et on l'a vu quand il s'est attaché à des grands monopoles, comme vous vous rappelez. Quand il s'est attaché à casser des monopoles, notamment celui de Microsoft. Oui, exactement comme ça. Et quand il a décidé, évidemment, au niveau de Bruxelles, il y avait pas mal de peur, etc., etc. Mais de toute façon, c'est un homme de dialogue, c'est un homme de conviction, c'est d'un style très sobre, disons. Il a aussi une capacité d'ironie et d'auto-ironie, ce qui parfois aide. Et moi, j'ai beaucoup d'estime sur sa clarté, sur ses visions et aussi sur sa capacité et sur sa détermination. Alors on l'appelle entre autres le cardinal Mario Monti pour sa prudence, pour sa discrétion, peut-être aussi pour sa rigidité. C'est en tout cas ce qui transparaît dans la presse sur la description de son caractère. Est-ce que toutes ces qualités et ces quelques défauts sont compatibles avec le système politique à l'italienne, le système des partis? Autrement dit, quelle est l'espérance de vie du gouvernement Monti selon vous? De toute évidence, les partis politiques ont accepté Monti parce qu'on était de toute évidence à une situation de non-retour. Mais c'est clair aussi qu'il aurait voulu de toute évidence avoir un engagement direct des partis politiques dans le team de gouvernement parce que de toute façon, n'importe quelles soient les mesures, doivent passer par une majorité de vote au Parlement. Et on l'a vu tout de suite que les partis politiques ont recommencé tout de suite en Italie par des vétos croisés et avec un retour à la politique politicienne. Et donc, à la fin, vous avez un gouvernement de grandes personnalités, mais sans un ancrage dans les partis politiques et dans les groupes parlementaires, ce qui, à mon avis, c'est une fragilité, parce que dès que la lune de miel sera finie, espérons-le, moi je les connais très bien, mes collègues, pour savoir que Monti risque de faire face à une espèce de Vietnam parlementaire. Et peut-être il y a même des groupes qui encore songent à des élections anticipées et donc ils ne veulent pas assumer trop d'engagement, disons, sur les réformes dont le pays a besoin depuis plus de 20 ans, mais personne n'a eu le courage de le faire. Et que ce sont des réformes qui, à court terme, évidemment, vont être assez dures. Mais si on veut repartir avec la croissance et donc avec une politique aussi plus équitable et tout, il faut faire ces réformes. Et je ne suis pas sûre que tous les partis politiques soient vraiment déterminés à le soutenir. Alors, de quelle réforme parle-t-on? On sait évidemment que le gouvernement Monti va déjà mettre en œuvre la politique d'austérité votée par le gouvernement précédent. Il y a des grands chantiers très probablement à venir en Italie. À votre avis, par quoi va-t-il commencer ce nouveau gouvernement Monti?
Je ne sais pas par quoi elle va commencer, mais les engagements de réforme ont été déjà négociés avec l'Union européenne et ce sont celles dont on avait besoin depuis 20 ans. Donc, c'est toujours la même histoire, les libéralisations, les privatisations, la bureaucratie, la partitocratie, la pénétration invasive des partis politiques dans la vie économique, dans les administrations locales. Et la question des pensions et de l'âge de retraite, c'est toujours les mêmes chantiers qui sont ouverts depuis 20 ans. J'ajoute à tout ça une situation, à mon avis, dramatique de l'administration de la justice dans mon pays, notamment celle civile et celle pénale. Et donc, mais il n'y a rien de nouveau en tout ça. Tout le monde sait ce qu'il faudrait faire, n'empêche que, de toute évidence, les résistances corporatistes aussi ont été très très fortes. Est-ce que Mario Monti sera le Premier ministre qui s'attaquera à la patrimoniale, et comme on dit en Italie, hein, l'impôt sur le patrimoine, ou à l'article 18 de la Constitution sur la facilitation des licenciements, ce qui peut mécontenter beaucoup de monde? Non, l'article 18, c'est une simple loi, hein, ce n'est pas la Constitution. C'est une loi du travail qui date d'ailleurs de 1970. Et que plusieurs forces modernisatrices ont essayé de changer les passés 20 ans. Et en effet, accompagnées évidemment par des assurances sociales que pour le moment n'existent pas en Italie. Vous savez, en Italie, seulement 30% des travailleurs ont un espoir d'être soutenus quand ils perdent le travail. Les autres, ils n'ont rien du tout. Et donc un système très vieux qui se réfère à une Italie productrice, d'un système de production que ça n'existe plus, mais on est toujours là. Mais de toute évidence, je ne sais pas ce qu'il va faire. Ce que je peux penser, c'est qu'il fasse un paquet de mesures qui soient aussi propices à la croissance et que donc ce soit clair que tout le monde doit s'y mettre d'une façon ou d'une autre pour remonter la pente, sans donner l'impression de miser seulement sur certaines couches de la société, ce qui serait inacceptable. Alors Mario Monti, on l'a dit, est à la tête désormais d'un gouvernement technique, même si évidemment il a tout intérêt à trouver un soutien auprès des partis politiques. Il n'y a pas eu d'élection anticipée pour le moment. On dit aussi, on rappelle que Mario Monti c'est un financier, un ancien de Goldman Sachs, un membre très important de clubs fermés, notamment la Trilatérale ou le Cercle Bilderberg. Autrement dit, Mario Monti, est-ce que ce ne serait pas le Premier ministre des marchés plutôt que le Premier ministre du peuple italien? Bon, écoutez, moi je pense que quand la politique n'a pas été à la hauteur et nous a amenés à ce stade de déprime politique, institutionnelle, culturelle, économique et financière, je trouve que cette idée du complot, des marchés, etc., c'est vraiment à côté de la plaque. Mario Monti, c'est vraiment une personne d'où on sait exactement ce qu'il est. Et de toute façon, si la politique aurait été plus capable peut-être d'assumer ses propres responsabilités, on n'en serait pas là. Donc, j'espère qu'on aura à niveau international et national au moins la responsabilité, disons, de lui faire un peu de confiance et de lui donner un peu de temps avant de commencer tout de suite à dire ah là là, il représente je ne sais pas quoi. Je trouve tout ça, et je sais bien que ça passe un peu en Italie, et je trouve tout ça franchement minable. Pourquoi, à votre avis, malgré donc l'arrivée de Mario Monti aux manettes, pourquoi est-ce que les marchés continuent de se méfier à ce point de l'Italie? Quel est, à votre avis, son vrai point faible? Non, mais je pense que les marchés connaissent très bien la situation compliquée et complexe italienne et que donc ils ne pensent pas que c'est possible de faire le miracle comme ça. Mario Monti est Super Mario, mais les miracles, vous savez, le tout dernier, je l'ai vu, ça fait plus que 2000 ans. Après, je n'ai plus vu de miracle, moi. Donc, je pense que les marchés sont en train aussi de voir si effectivement, et comment la classe politique est finalement responsable et déterminée, et donc elle s'engage dans cet effort qui doit être un effort du pays entier. Et la gravité de la situation, si vous voulez, la
le système obsolète où nous sommes, de tout point de vue, ben, je pense que c'est ça qui, les marchés se disent, les investisseurs, hein, pourquoi quelqu'un qui a une épargne quelconque, que ce soit même français ou italien, devrait justement, tout simplement parce que Mario Monti a été nommé président du Conseil, devrait de toute façon oublier tout le reste. Donc, je pense qu'il y a de la méfiance parce que la crise est vraiment grave et vraiment complexe et elle s'ajoute à une crise européenne qui touche et qui fait contaison avec la France, désolé, la Grèce, etc. Et une gestion de la crise à niveau européen que les derniers mois n'a pas été brillante. Donc, je pense que tout ça donne au marché, soi-disant, ou aux investisseurs, comment dire, une espèce de scepticisme. Merci beaucoup Emma Bonino, Mario Monti, donc à la manœuvre pour une nouvelle ère en Italie et peut-être aussi pour une nouvelle ère en Europe. C'était donc l'entretien de France 24. Merci à vous de l'avoir suivi.